Quand notre présent confirme la platitude perpétuelle de notre passé, comment espérer mieux pour notre futur? Tellement d'espoirs déçus, tellement de tentatives de toutes sortes pour que les choses changent, mais qui blâmer et comment sortir du jour de la marmotte? Bienvenue dans la richesse des différences, le podcast où l'on démystifie les subtilités de la vie et on s'ouvre à une réalité plus vaste. Parce que lorsqu'on se sent vu et entendu, on se sent enfin libre d'être vrai. Chaque épisode est une invitation à revoir et à créer ta propre vérité. Et aujourd'hui, on parle de la différence entre le présent, le passé et le futur. Comment est-ce possible de retrouver l'espoir d'un futur meilleur? C'est là que la différence entre présent, passé et futur fait toute la différence. J'ai décidé de faire un épisode sur la différence entre présent, passé et futur parce que, je sais pas toi, mais moi, avant de savoir ce que c'était de vivre au présent, j'étais plus capable d'entendre « il faut apprendre à vivre au présent ». Et là, j'étais comme, c'est quoi ça? What the fuck? Qu'est-ce que ça veut dire? Puis comment est-ce qu'on peut être ailleurs que maintenant? Et maintenant que j'ai découvert ce que c'est, je me rends compte à quel point c'est facile de ne pas y être parce que ça demande de l'entraînement, ça demande de la présence pour être au présent. Fait qu'on va vraiment élaborer ça parce que pour comprendre la vie au présent, faut réaliser que on vit dans le passé / futur. Parce que c'est, encore une fois, la différence qui permet d'accéder à quelque chose, mais quand on ne sait pas qu'on vit dans le passé puis dans le futur, le présent est comme un espace inaccessible parce que c'est comme si le passé puis le futur étaient le présent. Donc, ça peut-tu être plus mêlant? Fait que je me rends compte à quel point c'est très mélangeant. Fait qu'aujourd'hui, on va démêler tout ça pour que tu te rendes compte t'es quand dans ta vie, pour que tu puisses voir et choisir est-ce que tu restes dans ce camp-là ou que tu changes de camp. OK? Parce qu'il y a une pertinence et bien que le passé et le futur soient des endroits d'inconfort, ben ils ont quand même un usage intéressant, puis c'est ce que je vais t'amener aujourd'hui. Alors, on passe notre vie à vouloir changer ou carrément effacer le passé. Le reste du temps, on espère un futur meilleur. Le problème provient de l'usage qu'on fait des espaces de temps. Et pour t'aider vraiment à comprendre tout ça, ben, je me suis dit, ça donne rien de l'expliquer, puis de l'expliquer, puis de l'expliquer. Je me suis dit, je vais raconter mes expériences de vie hors du présent, pour te permettre de comprendre comment ça se vit, la vie à l'extérieur du présent. Et après ça, je vais t'amener la différence entre les trois pour que ce soit plus facile à saisir, à comprendre. Fait que j'ai comme divisé mon processus de transitoire, donc l'égarement jusqu'au présent, en 4 étapes de ma vie pour faciliter l'intégration. Premièrement, comment j'ai vécu nulle part pendant longtemps à seulement fuir maintenant. Je me suis rendu compte, puis j'en parle dans mon 2e livre, il y a une section où est-ce que j'explique toutes les sortes, ben pas toutes parce que je serai encore là, mais les principales sources de fuite. La vie au présent, vous veux pas, à tous les jours, on expérimente des choses et on expérimente depuis la toute petite enfance, on expérimente la souffrance, la douleur, la frustration, la déception, la tristesse, la peur. Donc, on a expérimenté pas mal plus d'inconfort que de confort dans notre enfance. Et qu'est-ce que ça le fait de nous? On n'en veut pas, on n'en veut plus.
On n'en veut pas, on veut rien savoir. Donc, on a tendance à éviter ces espaces d'expérience-là. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai fait. J'étais une fuyarde prodigieuse. Pourquoi? Parce que je me disais, tout va être moins pire que ce que j'ai à vivre aujourd'hui. Parce que j'avais énormément de souffrance, de stress, d'impuissance, d'incompréhension, d'isolement. Donc, il y avait rien pour me convaincre de rester dans l'espace que je vivais. Donc, tout n'était qu'une raison de fuir. Donc, je fuyais de plein de façons. Souvent, tu sais, au début, c'était pas si nocif, là. Je fuyais par la musique, je fuyais par le rire, je fuyais par des bandes dessinées. Je lisais des bandes dessinées qui me faisaient rire. Donc, dans ce temps-là, j'arrivais à oublier que j'allais pas bien. Euh, Quand je suis arrivée à l'adolescence, je fuyais par le dessin. Donc, je faisais de la, ce que j'appelle aujourd'hui de la diarrhée émotionnelle. Donc, je garochais sur papier de la couleur. Donc, ça donnait des dessins abstraits qui aujourd'hui, je trouve beaux, mais à l'époque, j'appelais ça des barbeaux. Et je me suis mis à fuir, bien sûr, par l'alcool, la boisson, les drogues, par une vie sociale. Donc, je fuyais beaucoup mon chez-moi parce que c'est chez moi que je souffrais le plus. Et donc, j'avais une vie sociale démesurément... tu sais, j'allais beaucoup vers l'extérieur. Donc, tout ce qui me permettait d'oublier que je souffrais, je le faisais. Et c'est sûr que quand tu as une vie sociale, ben tu as d'autres choses à penser que tu vas pas bien. Fait que j'avais une vie sociale active. Même que je me souviens qu'à la polyvalente, j'avais une gang d'amis de toutes. Tu sais, j'avais une gang sportive, j'avais une gang de brosses, j'avais une gang de fumeux de drogue, j'avais une gang de filles, j'avais une gang de musiciens, j'avais vraiment, j'avais une gang pour tous mes états d'esprit. Donc, c'était comme mon couteau d'armée suisse de fuite. J'avais tout le temps, tu sais, plus que j'avais de gang, ben plus que je me sentais, bon ben je vais aller, j'en ai une en stand-by à quelque part que je peux aller, c'est certain. Donc, je fuyais beaucoup par la vie sociale. Après ça, ben quand est arrivé le temps de travailler, ben le travail était non seulement un espace de fuite, mais de réalisation en plus. Fait que j'étais comblée, j'étais au septième ciel. Donc, j'avais tellement pas de temps pour moi. Puis en plus, tu sais, pas longtemps après que je sois entrée sur le marché du travail, ben j'ai eu ma fille à 20 ans. Fait que j'ai pas été longtemps assez tout seul pour avoir du temps pour moi. Fait que ça a été encore plus un espace de, 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 de fuite, puis j'avais pas le temps, là, c'était du luxe pour moi de pas aller bien, j'avais pas le temps, fallait que j'aille bien pour être une mère, fallait que j'aille bien pour générer des revenus, fallait que j'aille bien pour tout. Donc, encore une fois, j'ai continué de me fuir, puis le travail, ça a été vraiment un échappatoire incroyable. Puis, étant donné que j'avais une aptitude, une endurance assez incroyable, ben j'avais la capacité d'avoir une vie sociale en plus de mon travail. Donc, je me saoulais, je prenais de la drogue, je travaillais 70 heures. Fait que c'était la fuite pour moi, ça a été vraiment un outil incroyable. Et ça a duré jusqu'à temps. Donc, l'étape numéro 2 de quoi avait l'air le mur de ma destination, parce qu'on court toute notre vie. À un moment donné, on finit par arriver à quelque part. Et moi, je suis arrivée dans un mur, littéralement un mur où est-ce que mon corps il a dit fuck you, moi je ne continue plus. Donc quand mon corps a lâché, parce que j'ai eu comme des avertissements, là. Mon corps a essayé de m'avertir, là. J'ai fait 1, 2, 3, 4 dépressions. Puis c'était pas assez, là. Moi, non, c'est pas grave, je suis capable. Tu sais, après 2, tu te dis, ben, coudonc, c'est mon mode de vie. Fait que c'était pas un problème. Fait que je continuais pareil de me fuir. Je continuais d'abuser de moi, d'abuser de mes capacités physiques, mentales, émotionnelles. Donc, quand le mur a été, mon corps a cessé de fonctionner correctement. Donc, que ce soit pour respirer, que ce soit pour dormir, pour digérer, pour évacuer, il n'y a plus rien qui marchait. Donc, ça a été l'espace où est-ce que je me suis dit, puis tu sais, j'avais eu quand même mes 4 dépressions, mon diagnostic de bipolarité, la fibromyalgie, puis tu sais, tu te dis à un moment donné, la vie, ça peut-tu être d'autres choses? Et à l'époque,
j'ai vraiment posé la question en ne sachant pas s'il y avait d'autres choses. Tu sais, je me rappelle que il y avait juste ça, la vie. C'était juste de la marde. C'était juste du drame, de la souffrance, euh, tout le temps, tout le temps. C'était la seule chose qui existait. Puis c'est ce qui m'a vraiment motivée à créer ce podcast-là à la base, parce que j'ai réalisé que quand on trempe dans une réalité d'égarement, donc qu'on soit sous l'emprise d'un ego, d'un schéma de vie, d'un schéma relationnel, d'un schéma identitaire, peu importe, quand on est égaré, un, on se voit pas, et deux, on pense que c'est la seule chose qui existe. On pense que tout le monde vit leur vie comme nous. Puis c'est là que je me suis dit, crème, quand j'ai lancé mon podcast, les gens doivent se voir et savoir qu'il y a d'autres choses qui existent. Parce que moi, quand je me suis égarée, je savais pas qu'il y avait d'autres choses qui existaient. J'étais convaincue que ce que je vivais, tout le monde le vivait et qu'il fallait faire de son mieux pour manger le char de marde qu'on avait à tous les jours. Puis, quand j'ai posé la question, la vie, ça peut-tu être d'autres choses? Et que j'ai été comme confrontée à j'ai envie que la vie soit d'autre chose, puis je vais tout faire pour que la vie soit d'autre chose. Et j'ai comme j'ai comme choisi de croire qu'il y avait d'autres façons de vivre la vie. Et la vie m'a amené un livre qui a eu un impact assez important. C'est le livre du pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Et lorsque j'ai lu ça, il s'est passé toutes sortes de déclics. Puis à cette heure, quand je le relis, je suis comme, c'est plus je vois plus qu'est-ce qui m'a saisi autant, mais je me souviens qu'il y a des choses qui m'ont saisi beaucoup. Et lorsque j'ai comme ce que j'ai compris du livre à l'époque, j'ai décidé de le mettre en pratique. Donc, ça veut dire que je me suis entraînée à être full là, full présente, tellement présente qu'il n'y avait plus rien qui me sortait de maintenant. Et je me souviens qu'à l'époque, je donnais des trucs. Quand j'ai démarré mon entreprise en 2017, je donnais des trucs aux gens pour s'entraîner à être présent. Et c'était vraiment farfelu, les trucs. C'était comme des trucs aussi banals que brosse-toi les dents avec l'autre main. C'était comme, regarde-toi t'habiller, là, puis regarde par quelle jambe tu commences à mettre tes bas, puis le lendemain, fais-le à l'envers. C'était, quand tu te laves les mains, là, lave-toi pas les mains tant que la température est pas exactement la température que tu veux. Donc, tous des petits trucs niaiseux, là, on va appeler les choses par leur nom, mais des petits trucs suffisamment niaiseux pour que ce soit facile. Parce que pour moi, qui était une grande paresseuse à l'époque, c'était important que ce soit facile de m'entraîner à quelque chose. Donc, j'avais toutes sortes de petits trucs pour m'obliger à être présente, pour être là, ici, maintenant, pour vivre le moment. Puis, j'ai réalisé par la suite que qu'est-ce qui nous sort du présent, c'est l'activité mentale. Notre activité mentale nous extrait, nous expulse du présent parce qu'on est toujours en train de penser à ce qu'on a fait, qu'on aurait voulu pas faire, qu'on aurait préféré faire autrement, puis donc dans le passé, ou à ce qu'on espère avoir, ce qu'on pense qu'il faut qu'on fasse, qu'on espère que ce soit fait, puis qu'il faut que ce soit fait, puis qu'on espère qu'on a hâte que ce soit fait pour pouvoir faire d'autres choses. Donc ça, c'est le futur. Fait que notre activité mentale est très pas entraînée à être maintenant. Et comment on peut expérimenter le maintenant? C'est en étant présent à nos sens, être présent à notre corps. Parce que notre corps, il peut pas être ailleurs que maintenant. OK? Fait que notre esprit, nos rêves, nos désespoirs, nos frustrations, ça peut être dans n'importe quel espace-temps. Mais notre corps, là, il est ici, right fucking now. OK? Il peut être juste maintenant. Et donc, c'est pour ça que quand je donnais des trucs aux gens, j'ai dit, entraîne-toi à
orienter ton focus sur tes sens, tes ressentis, que ce soit, choisis ton sens préféré. Il y en a que c'est le nez, les oreilles, les yeux, le toucher, peu importe. Choisis ton sens préféré, mais entraîne-toi là à la délectation par ces sens-là, à la présence, pour que tu aies le goût d'être là. Fait que après ça, ben tu vas t'entraîner à tes autres sens, puis tu vas comme découvrir qu'il y a du fun à avoir dans maintenant. Mais moi, j'avais tellement pas exploré cet espace-là du maintenant que, tu sais, il n'y avait que n'importe où sauf ici, parce que ici, dans le maintenant, moi, c'était pas mes sens qui se stimulaient, c'était mon ressenti, c'était les émotions. Et pour une hypersensitive, hyperempath, les émotions, on n'en a pas envie, on en a bien trop. C'est comme tellement qu'on n'est pas capable de gérer tout ça. Fait que pour moi, c'était plus facile de fuir que de gérer cet affluent incroyable que sont les émotions. Fait que c'était plus facile de fuir que de rester. Et lorsque je me suis entraînée à être dans maintenant, à stimuler d'autres sens que mon émotionnel, à intercepter mon mental, ben là, ça fait comme ah, ok, ben il y a du fun à avoir ici finalement. Mais c'est sûr que quand tu expérimentes la vie par la souffrance, le drame, la culpabilité, l'impuissance, il n'y a pas de fun à avoir ici là. Fait que c'est normal, puis c'est spontané là. On choisit pas la fuite, on se réfugie comme si on allait pouvoir survivre mieux dans la fuite que dans maintenant. Fait que de fuir dans le passé ou dans le futur ou peu importe, la fuite prend toutes les formes du monde. Là. Fait que donc l'étape 1, c'était la fuite. L'étape 2, c'était frapper le mur. Ou est-ce que qu'est-ce que je fais quand le corps il lâche? Et c'est là que je me suis rendu compte que mon corps pouvait et devait servir à autre chose que de la souffrance. Mais étant donné que la seule chose que je concevais comme une expérience était la souffrance. Fait que j'aimais autant ne pas rien vivre plutôt que de vivre la souffrance. L'étape 3, comment j'ai accédé à la vie au présent. Donc, je me suis entraînée à vivre au présent, donc à stimuler, donc à faire pause. Et au lieu d'expérimenter la vie par la tête, donc par mon flot incessant de pensée, j'ai expérimenté la vie par mes sens. Donc, quand je m'en allais en auto, au lieu de m'évader dans mes pensées ou d'avoir le réflexe de me laisser emporter par mes pensées, OK, aujourd'hui, c'est les yeux. Fait que là, je regardais le paysage, puis je critiquais le paysage pour vraiment me garder dans ce que j'observe. Fait que, tu sais, j'étais vraiment, bon, ben, c'est mes yeux aujourd'hui que je stimule. Après ça, le lendemain, bon, ben, OK, aujourd'hui, j'écoute une chanson, mais je la chante. Donc, il faut que je sois présente pour être capable d'écouter la chanson et la chanter. Et, après ça, ben ça a été mes mains, mon corps, donc me stimuler à être présente, comme je te disais, laver mes mains avec la bonne température, prendre ma douche, puis prendre le temps de ressentir la chaleur de l'eau, prendre le temps de ressentir que tous les muscles qui se relâchent, donc hyper présente à mon corps. Tu sais, ça a été vraiment un entraînement intensif que j'ai dû faire pour être présente à mes sens, pour sortir et du tourment mental et du corps émotionnel de souffrance. Fait que ça a été vraiment un entraînement, là. C'est pas, je dis pas ça comme métaphore, là. C'est vraiment un entraînement à vivre au présent. Donc, ça a été par le corps. Et c'est vraiment par le corps que j'ai découvert la vie au présent. Il y en a peut-être qui prennent d'autres chemins. Mais moi, et c'est pour ça que mon approche est neurosensorielle, parce que pour moi, le corps, c'est le point central où se rejoignent l'âme, la conscience, l'ego, le corps émotionnel, les sens, tout le point de rencontre à tout ça, y compris le libre arbitre, donc notre conscience et ce qui choisit, tous nos outils de création, c'est dans le corps que ça se passe. Fait que c'est pour ça que je suis devenue enseignante au niveau neurosensoriel, parce que c'est là que je me suis rendu compte que c'est là que résident nos outils de création et notre pouvoir de création. Parce que l'espace où le passé et le futur se gèrent, c'est par le corps dans l'espace-temps maintenant. Je suis comme, je te titille un petit peu parce que on va y aller tantôt, mais on y va pas tout de suite. Je vais finir.
mon anecdote en te racontant pourquoi je n'y retournerai plus dans cet espace de fuite-là. Euh, Parce que je me suis rendu compte que dans le passé, le passé, maintenant, je le définis, je le caricature comme une école. Je fais souvent le parallèle à l'école parce que est-ce que, tu sais, en première année, deuxième année, troisième année, à l'école primaire, on a appris les mathématiques. Est-ce qu'on a passé toute notre enfance à se taper sa tête parce qu'on savait pas compter? Ben non, on apprenait à compter. C'était normal de pas savoir compter. Est-ce qu'aujourd'hui, on s'en veut puis qu'on est traumatisé parce qu'à une époque, on savait pas compter? Non. Pour écrire, c'est la même chose. Pourquoi c'est normal de pas savoir compter? Pourquoi c'est normal de pas savoir écrire? Mais pourquoi c'est pas normal de pas savoir gérer ses émotions, pas se connaître, pas se comprendre? L'enfance, c'est l'espace de découverte. C'est l'espace d'exploration. Puis, malheureusement, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte, autant à l'école que dans la vie? C'est que les premières fois, on n'est pas bon. Puis c'est normal! C'est normal d'être pas bon quand on n'a jamais fait quelque chose. Mais qu'est-ce qui va faire que pourquoi que apprendre à compter puis apprendre à écrire c'est normal parce qu'on s'est pas défini. On s'est pas collé une étiquette identitaire d'ignare parce qu'on savait pas compter ou écrire parce que tout le monde était comme ça. Mais dans la vie, dans nos expériences, dans notre quotidien, c'est pas tout le monde qui expérimente les mêmes choses. C'est pas tout le monde avec qui on se compare. Donc, c'est là qu'on touche à notre différence et qu'on la conçoit comme problématique, inconfortable. Et c'est là qu'on va se définir, qu'on va se coller des identités qui va faire qu'on va souffrir de l'étiquette. Et l'étiquette, malheureusement, elle est là parce qu'on y croit. Et on ne sait pas qu'on a le choix parce que les étiquettes, on les a collées par manque d'options. Les étiquettes, on les a collées parce qu'on nous a convaincus et qu'on a cru sans savoir qu'on avait le choix de croire ou pas. Comment on peut arriver à se redonner le droit de ne pas avoir su, de ne pas avoir été capable? Comme on l'a fait pour apprendre à compter puis apprendre à lire. C'est dommage que le processus ne soit pas le même. Tu sais, on devrait avoir des cours de français, des cours de maths, des cours de gestion émotionnelle, des cours de je comprends pas, des cours de jugement. Tu sais, on pourrait, tu sais, tout deviendrait normal. Mais malheureusement, on n'est pas encore rendu là. Et on se juge, on se persécute et on s'identifie, donc on se définit à l'issue de nos expériences. Et c'est ce qui fait que la vie au présent peut être extrêmement pénible parce que on est comme prisonnier de nos étiquettes qu'on s'est collées ou qu'on nous a collées et qu'on a choisi de croire. Fait que pourquoi je retournerai jamais là? Ben, c'est bien trop le fun d'être n'importe quoi! Un coup qu'on arrête de devenir adhérent à des entités, un coup qu'on arrête de se définir à l'issue de nos expériences et qu'on se restitue le titre officiel d'explorateur de la vie, d'étudieur de l'humanité, ou peu importe comment t'appelleras ça, si on redevient un explorateur, on redevient un étudiant, ben un étudiant par défaut, c'est quelqu'un qui sait pas puis qui vient apprendre. Et c'est pas un problème de pas savoir, sauf si on se juge de ne pas savoir ou de pas être capable. C'est pareil. Donc, je ne retournerai plus jamais dans l'espace où je me juge, me qualifie, me quantifie et m'identifie à l'issue de mes expériences parce que, comme je raconte dans mon premier livre, dans Confetti ta vie, où est-ce que je suis restée prisonnière de l'expérience d'agression sexuelle pendant 28 ans parce que je me suis définie à l'issue de l'expérience. Mais le jour où j'ai arrêté de croire au rôle que j'avais distribué, que moi j'étais la victime, que lui était le bourreau, que l'expérience était un drame et un problème et que ça devrait même pas exister, lorsque j'ai arrêté d'être convaincue de tout ça, puis que tout à coup l'expérience est devenue autre chose, c'est devenu
une expérience hautement bénéfique qui m'a permis de me découvrir et de développer des potentiels que je ne me connaissais pas, que je ne me savais pas, que mon corps s'est transformé, que mes croyances se sont transformées, que mon potentiel a pris de l'ampleur. J'ai fait comme, ah! Il n'existait plus la victime pour le bourreau. Il n'y avait que des explorateurs inexpérimentés qui ont vécu une expérience, qui se sont découverts et qui ont touché à des potentiels inexplorés. Donc, tu sais, ça n'existait plus des victimes ou de bourreaux dans la même expérience. Et c'est ce que j'enseigne dans mon premier livre, où est-ce que j'enseigne comment transformer les expériences pour leur redonner le statut d'expérience et que ça arrête d'être des drames. Donc, c'est ce processus-là où est-ce que l'objectif n'est plus de se définir, mais bien d'apprendre, de se découvrir, ben ça fait que tout le passé peut se remodeler. Ah ah ah! Je viens de te donner une piste pour tout à l'heure, mais c'est ça, c'est que notre passé peut se remodeler si on change de chaise pour expérimenter notre prétendue réalité. C'est ce qui termine l'espace de partage et qui nous amène aux enseignements. Donc, vraiment, concrètement, quelle est la différence entre le passé, le futur et le présent? Je les ai mis dans cet ordre-là parce que, autrement, on n'y comprend rien. OK. Et là, j'ai même mis des métaphores pour vraiment comprendre, là, qu'est-ce que c'est. Donc, qu'est-ce que le passé? C'est des propositions acceptées, consciemment ou pas, des propositions acceptées consciemment ou pas, et des prétentions que rien ne peut changer ou s'effacer. Pourquoi j'appelle ça des propositions acceptées? C'est que lorsqu'on a vécu nos expériences passées, on existait sous une forme dans notre tête. Et lorsqu'on a vécu l'expérience, soit cette forme-là s'est confirmée, ou soit une autre forme s'est ajoutée. Mais on s'est défini. Donc, les rôles se sont distribués, que ce soit le nôtre ou ceux qui ont partagé l'expérience, ben les rôles se sont distribués. Et c'est comme si notre cerveau, qui a peu accès à la malléabilité de la réalité, le cerveau, là, lui, sa job, là, c'est de se souvenir pour te protéger. OK? Fait que sa job, c'est que quand tu vis quelque chose, ben lui, là, il part, là, puis il fait clic, 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 il prend toutes les photos du monde pour se rappeler. OK? Et toutes ces photos-là sont non sélectives. OK? Donc, c'est sûr que si ça l'a fait mal, si ça t'a rendu triste, si ça te fait de la peine, ça t'a blessé, t'as eu honte, t'as eu peur, tout ça, ben c'est sûr qu'il va y avoir encore plus de photos parce que c'est des choses qu'on veut pas qu'ils se reproduisent parce qu'on n'était pas bien, on n'était pas heureux. Fait que le cerveau va prendre encore plus de photos. Là, rappelle-toi ça, rappelle-toi ça. Là. Mais le but, c'est pas de s'en rappeler. C'est qu'on sait pas comment l'utiliser, ces photos-là. Ces photos-là, ces photos-là doivent servir à savoir qu'il y a des situations, relations, expériences dont tu préférerais que ça se reproduise pas. Maintenant que tu sais que ça existe, tu vas pouvoir développer des compétences, des connaissances, des aptitudes, des talents, du potentiel pour éviter que ça se reproduise. Donc, quand tu arrives dans un futur présent, c'est mélangeant, quand tu arrives dans ton prochain présent, par le biais du futur, t'arrives, puis là, pouf, il y a des images. Donc, le cerveau, il va ressortir les photos de ton passé qui te fait du mal. Mais c'est pas pour te dire, check comment tu vas te planter, check comment tu vas souffrir. Le cerveau, il dit, tu te souviens, tu l'as déjà vécu, fait que tu sais qu'est-ce que tu as besoin. C'est ça qu'il dit, le cerveau. Parce que normalement, tu serais supposé d'avoir voulu t'améliorer à partir de ton expérience, pas rester pris là. Mais étant donné qu'on s'est défini, ben, tout ce qu'on fait quand on revit l'expérience, c'est confirmer l'identité. Mais c'était pas se définir, c'était développer du potentiel. Quand ils ramènent les photos, t'es supposé d'utiliser le potentiel développé, pas confirmer ton identité poche. Tu comprends-tu? Fait que c'est là que tout le passé prend une dimension nouvelle parce qu'on peut faire quelque chose avec.
On peut arrêter de se torturer et on peut l'utiliser. C'est ça qui est vraiment cool. Fait que le passé, si on se souvient que c'est des propositions de réalité qu'on a acceptées comme vraies et qu'on arrête de prétendre que rien ne peut changer parce que dans le fond, ça s'est passé comme ça s'est passé parce qu'on était X. Aujourd'hui, on est Y. Donc, ça peut se passer différemment. Alors, si on utilise les photos comme il faut, ben, on est capable d'utiliser notre passé pour améliorer notre présent. OK? J'espère que c'est clair parce que c'est vraiment l'usage des photos du passé qui fait faire la différence dans ton présent. Maintenant, le futur. Qu'est-ce que c'est que le futur? C'est des hypothèses et propositions. Et si c'est vécu au présent, c'est des espaces de choix. J'en ai parlé dans l'épisode, je pense que c'est celui juste avant ou l'autre avant, où est-ce que je parlais de anxiété, là. Ben, le futur, c'est le festival des possibilités, le chant des possibilités, et le mot possibilité est non sélectif. Donc, la possibilité de tout ce qui peut arriver de pire, de tout ce qui peut arriver de mieux, de tout ce qui peut arriver de plate, de dramatique, de triste, de drôle. OK? Le champ des possibilités est infini. Mais c'est sûr que notre cerveau va avoir tendance à vouloir lorsque on regarde en projection du futur, ben comment il va arriver à savoir ce qui va se passer dans le futur et c'est là qu'on se fait avoir le solide, on se fait littéralement fourrer. Pour les Français, on se fait baiser, OK? Pourquoi le futur est souvent le pire? Parce que le cerveau, quand il essaye d'anticiper quelque chose qu'il connaît pas, ben sa seule ressource, c'est d'aller checker dans l'album de photos. OK? Fait que, et c'est sûr que dans l'album de photos, il y a pas mal plus d'échecs, de déceptions, de frustrations, de tristesse, de blessures, de traumas, ou peu importe. Fait qu'il va prendre la première du bord, là. Et malheureusement, c'est ceux-là qui arrivent le plus souvent, c'est ça qui a la plus grande quantité. Donc, il peut créer qu'à partir... Donc, le cerveau, pour créer son futur, il part du passé. Donc, qu'est-ce qui, par définition, c'est quoi la seule chose qui n'existe pas dans le futur? C'est de la nouveauté. Pour le cerveau, toute hypothèse futuriste est basée sur des expériences du passé. Puis là, je dis cerveau / ego, là, on rentrera pas là-dedans, là, ça c'est à l'école qu'on parle de ça. Mais ici, on va mélanger cerveau, ego, hamster, là, on va tous les mettre dans le même pot, là. Même si c'est 3 espaces de création différents, ils jouent à peu près toute la même game quand vient le temps de gérer les photos. Fait que si tu veux permettre de la nouveauté dans ta vie, tu dois t'entraîner à dire, cette photo-là, j'en ai plus besoin. OK? Cette photo-là, je savais pas, maintenant je sais. OK? J'ai plus besoin de cette photo-là. Aujourd'hui, je crée de la nouveauté. Donc, qu'est-ce que c'est le présent? Définition numéro 3. Qu'est-ce que le présent? C'est la malléabilité perpétuelle de la réalité. C'est l'accès à la dualité par le choix. C'est le retour à la vie par la conscience. Ouh! Des grands mots que je vais t'expliquer, bien sûr, que je te laisserai pas bing-bang avec ça. Donc, malléabilité perpétuelle de la réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le présent, t'es-tu d'accord? Je sais pas si t'as écouté, t'es du genre à lire un livre 2, 3, 4 fois ou à écouter un film 2, 3, 4 fois. Et je suis sûre que si tu l'as déjà vécu l'expérience, sinon je te recommande de le faire juste pour le bénéfice de la chose, tu vas te rendre compte que tu pleures pas aux mêmes endroits, tu ris pas aux mêmes endroits, tu comprends pas les mêmes choses, tu interprètes pas les mêmes choses, les personnages, on dirait qu'ils changent, que tu t'identifies plus peut-être aux mêmes personnages dans le film. Donc, c'est une expérience nouvelle à chaque fois. Ben, dans le présent, c'est à peu près de la même façon que tu peux expérimenter ton passé. Tu peux permettre un remaniement
de la réalité, une redistribution des rôles. C'est ce que je raconte dans mon deuxième livre, là, quand je parle de l'agression sexuelle, comment j'ai pu passer de victime à héros. C'est en redistribuant les rôles et en entrant en gratitude pour l'expérience. Parce que il y a des choses que je me demande encore aujourd'hui, comment j'aurais été chercher ou découvrir ce potentiel-là si j'avais pas vécu ça. Je ne sais pas par où qu'il aurait fallu que ça passe. Donc, il y a des choses que je suis tellement dans la gratitude d'avoir vécu l'expérience parce que je sais pas comment j'aurais pu aller chercher ça ailleurs, que l'expérience n'est plus un drame, mais une étape hautement enrichissante de ma vie. Fait que les rôles se sont distribués, l'expérience a été renommée, les bénéfices, le drame s'est transformé en bénéfice, en gain. Donc, ça a fait un raz-de-marée sur mon expérience quand j'ai ouvert suffisamment d'espace dans le présent pour remanier mon passé. Donc, c'est pour ça que je parle de malléabilité perpétuelle de la réalité. C'est qu'à n'importe quel moment dans notre vie, lorsqu'on vit des expériences, on a le choix de croire aux étiquettes, en notre rôle, en le rôle de tout, en la définition de nous, de l'autre, de l'expérience. Tout ce qui est étiqueté, là, nommé, là, tout ce qui est nommé peut être dénommé, ok, peut être renommé n'importe quand. Donc, c'est pour ça que si tu acceptes pas de vivre au présent une expérience passée, tu seras pas capable d'aller renommer et redistribuer les rôles parce que tu vas rentrer tellement dans l'émotion et l'émotion fait comme voyager dans le temps. Te ramène dans l'expérience sans ton potentiel acquis. Et c'est ça qui crée l'espèce de jour de la marmotte où est-ce que on a l'impression qu'il n'y a rien qui peut changer parce que on le vit pas aujourd'hui. On fait un voyage dans le temps, spontanément et inconscient, par le biais du corps émotionnel, et on replonge dans une réalité passée qui nous emprisonne dans ce qu'elle a été et qui l'empêche de devenir autre chose. Si tu le vis dans le maintenant avec par la conscience et non plus par le corps émotionnel, tu peux remodeler ta réalité. Et c'est vraiment c'est délicat, là, c'est très subtil comme espace de création, mais c'est la magie du présent. Et quand je parlais de l'accès à la dualité par le choix, le retour à la vie par la conscience, c'est que quand on vit l'expérience, on est emporté par nos émotions et on se retrouve confronté et à faire une multitude de choix incroyables sans s'en rendre compte. On se rend pas compte des choix qu'on fait et on se rend pas compte non plus qu'on aurait pu faire d'autres choix. Et on se retrouve comme cloîtré, emprisonné dans une réalité de choix spontanés qui ont été faits sous le choc d'une émotion, donc de la surprise, d'une perte de contrôle. Donc, nos choix sont pas très, très, très pertinents, là. C'est des choix spontanés dans un espace de surprise, d'impuissance, d'incompréhension, ben, des fois, puis d'une perte de contrôle qui va nous amener à nous taper sa tête, nous persécuter, nous juger et nous coller une multitude d'étiquettes limitantes. C'est pas un espace confortable, c'est pas un bel espace. Donc, la dualité, l'accès à la dualité, ça veut dire « Hey, j'avais le choix! » J'avais le choix non seulement de tous les choix que j'ai faits, mais j'avais le choix aussi d'y croire. Parce que c'est principalement là que ça joue. C'est pas les étiquettes le problème, puis je l'ai dit à l'épisode, je pense au dernier, c'est pas les étiquettes le problème, c'est pas l'expérience, c'est pas l'identité le problème, c'est d'y croire. Et de croire que c'est la seule réalité qui existe. Si tu ne permets pas que tu peux arrêter d'y croire, tu fais pas de place à une nouvelle réalité. Donc, c'est pour ça que je parle de malléabilité perpétuelle de la réalité, d'accès à une dualité par le choix. Ça veut dire que je garde toujours dans ma poche le droit de changer d'idée, de ne plus croire à quelque chose et de croire en autre chose. Et on le fait dans bien des aspects de notre vie, sauf dans nos espaces traumatisants. Donc, on doit reprendre cet outil-là précieux qu'est le choix de croire. Et de cette façon-là, on va être de moins en moins coincé dans nos réalités passées et on va pouvoir de plus en plus accéder à l'expérience de la vie par le choix, par la
conscience. Et ça, c'est un processus quand même assez complexe, je te l'accorde, mais tant qu'on ne sait pas qu'il existe, on ne peut pas s'intercepter. C'est pour ça que je t'en parle grossièrement, rapidement, brièvement, parce que, tu sais, c'est un processus qui se vit sur environ 12 mois là, à mon école. Là. Fait que, tu sais, c'est quand même très complexe à intégrer. Mais si tu sais pas que ça existe, si tu sais pas que tu as le choix, si tu sais pas qu'il faut que tu sois vigilant sur tes pensées et surtout que tu peux, au lieu de faire un bond dans le passé par les émotions, que tu peux faire vivre ton passé au présent et jouer avec, si tu sais pas que ça existe, ben tu vas rester où ce que t'es, là. OK? Fait que je t'amène des notions qui vont élargir ton champ de conscience, ton champ des possibilités. Si ça te tente de jouer à ça puis d'intégrer à ça, tu t'inscriras à l'école, là. Tu sais, mais le but, c'est pas de te faire une lobotomie, là. Le but, c'est de t'amener à voir des choses que tu ne voyais peut-être pas jusqu'à maintenant et à comprendre mieux que ton passé n'est pas dans du béton, sauf si tu le mets dans du béton en étant convaincu ou convaincu que ça ne peut pas changer. OK? Fait que c'est vraiment là que ça se joue. Donc, vois vraiment le passé comme de la pâte à modeler qui a séché. OK? Mais à la base, c'était de la pâte à modeler parce que tu l'as vécu au présent. Puis si elle a séché puis qu'elle est restée comme ça, c'est parce que tu y as cru, elle est devenue dure. Le futur, c'est juste les ingrédients. C'est pas encore de la pâte à modeler. Tu as le choix d'en faire ce que tu veux. Mais au présent, tu as ta pâte à modeler dans une condition optimale et tu peux faire ce que tu veux de tout ce que tu vis, y compris ton identité et tous les rôles qui se distribuent dans une expérience. Donc, appel à l'action. Comment, donc, incitatif d'intégration. L'incitatif d'intégration, c'est s'entraîner à faire pause et choisir en conscience / présence. OK? Et j'en ai parlé, et c'était dans quel épisode? Vérité versus réalité. Non, puis j'en ai parlé aussi dans Penser versus créer. J'en ai parlé dans plein d'épisodes, OK? Si t'as pas écouté les autres épisodes, écoute-les en ordre parce que, tu sais, je fais souvent des références aux épisodes précédents, puis il y a comme quand même une structure qui fait que c'est cool d'avoir les acquis précédents quand je parle de quelque chose. Donc, t'entraîner à faire pause, donc t'intercepter lorsque tu parles du passé, lorsque tu parles du futur et te souvenir que tout ça, c'est des espaces qui doivent retrouver leur malléabilité, leur souplesse originelle pour pouvoir permettre le retour à la vie par la conscience, permettre le choix d'en faire des nouveaux si ceux que tu as faits ne vont pas t'en en faire. C'est vraiment ça qui fait toute la différence du passé, du futur et du présent. Donc, entraîne-toi à faire pause, surtout quand tu es les espaces les plus convaincus, là, quand dès que tu dis toujours, tout le temps, encore, je suis sûr, je sais pas moi, c'est certain, tout ce qui quand tu parles, là, tu dis que tu sais les choses, là, ben ça, c'est des espaces où que tu t'as mis du béton, puis que tu es coincé dans une réalité. Intercepte-toi, puis soit demande-toi pourquoi tu es convaincu, puis demande-toi si tu es obligé d'être comme ça à la vie, à la mort. OK? Ces deux questions-là vont vraiment te donner un bol d'air pour redonner un petit peu plus de souplesse à ton passé. Alors, je termine avec le mantra du jour qui va te permettre de faciliter l'intégration de cette posture-là où est-ce que tu redonnes de la souplesse à ta réalité. Puisque je sais maintenant que le passé et le futur ne sont que des propositions de réalité, je m'ancre dans le présent pour choisir et créer une réalité confortable. Je répète, puisque je sais maintenant que le passé et le futur ne sont que des propositions, je m'ancre dans le présent pour choisir et créer une réalité confortable. Et je te le souhaite de tout mon cœur parce que en tant que
grande créatrice de drame et qui s'est accordé enfin sa liberté. C'est vraiment un espace de haute délectation que de permettre à la fois à son passé de se remodeler, à son futur d'avoir des possibilités qui sont beaucoup plus confortables, mais surtout au présent d'être une zone de choix et non d'impuissance et de perte de contrôle. Parce que lorsque on vit dans le passé puis dans le futur, notre présent s'expérimente comme une perte de contrôle et comme si on subissait la vie. Et c'est vraiment pas confortable. Fait que, en repositionnant tout ça, fait que le mantra va vraiment t'aider à choisir en conscience d'habiter le présent, mais d'avoir des raisons de le faire et de découvrir qu'il y a des plaisirs à le faire. Fait que, entraîne-toi par le corps. Ben non. 1, fais le choix d'y être. 2, entraîne-toi par le corps. Et 3, souviens-toi que tout peut changer et qu'un choix peut faire toute la différence. Alors, je te remercie pour ton écoute. Je t'invite grandement à partager. Si tu as des commentaires, tu peux les mettre sous les vidéos sur YouTube ou aller sur richessedesdifférences.ca pour partager tes commentaires qui vont aller juste à moi si c'est plus discret pour toi. Et tu peux vraiment me faire des recommandations, des suggestions, des demandes pour que je démystifie des mots, des appellations, des expériences que tu vis qui t'agressent. Ben, ça va me faire plaisir là, d'avoir des suggestions d'ajouter à ma liste. J'ai encore une grande liste devant moi, mais ça se glisse bien là entre deux. Fait que je te remercie pour ton écoute, je te remercie pour ton partage, je te remercie pour tes commentaires que je vais lire avec vraiment beaucoup d'appréciation et on se dit à la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça va être salarié versus solopreneur. Et ça, j'avais hâte d'être rendue là parce que il y a beaucoup de subtilité à aller voir dans ça. Il y a comme une espèce de... C'est rendu comme la guerre entre les solopreneurs et les salariés. Mais on va aller dire non seulement les différences, mais les similitudes. Fait qu'à la semaine prochaine. Bye bye.